Bonjour, ici Alain Clément pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Léo Thérien. Nous aurons la chance d'apprendre à le connaître davantage et connaître un peu son parcours personnel et professionnel. Alors, bienvenue, Léo, à l'Église diocésaine. Bonjour, Yolande. Bonjour. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît au niveau professionnel, surtout dans des réunions, mais je suis certaine que nous allons apprendre de nouvelles choses à ton sujet. Alors, et merci aux gens à l'écoute qui ont choisi de passer cette demi-heure avec nous. Alors, pour commencer, Léo, parle-nous de ton enfance. Moi, je suis un petit gars d'Opazetica, un petit village entre eux, c'est Kapuskasing, dans le Moyen-Nord de l'Ontario. J'ai vécu mes premières, à peu près 18 ans à Opazetica. C'était un petit village poussé par le vent, parculé par le tonnerre, comme on disait chez nous dans notre temps. Mais où est-ce que tu connaissais tout le monde? Il y avait une trentaine d'enfants sur notre rue. Je dis toujours, en avant de la maison chez nous, il y avait le presbytère, l'église, le couvent, l'école, puis la patinoire. Fait que tout se passait pas mal là. On regardait à travers les murs de l'église pour voir si les lumières de la patinoire étaient allumées. Puis là, on allait jouer au hockey là, en soirée. Mais c'est là qu'on était toujours dehors. C'est ça qui était le fun dans le temps, c'est que tout le monde se connaissait, puis il y avait bien des enfants. Est-ce que tu as des sœurs, des frères? Oui, j'ai une famille de 8, 6 gars, 2 filles. Puis mes parents sont décédés. Mon père est mort en septembre dernier, puis ma mère, il y a 3 ans, décédée. Fait que même les 8 frères et sœurs, on est un peu éparpillés à travers la province. Mais on essaie de se rencontrer tous les années à mon chalet, le grand week-end du mois d'août. Mais le COVID puis les maladies ont slacké les affaires dernièrement, mais on se réessaye cet été encore. Puis où es-tu dans cette lignée de 8 enfants? Moi, je suis le 5e de 8, mais ma mère a eu 8 enfants en 9 ans. Fait que les 4 derniers, c'est 4 petits gars qui, quand on était jeunes, toute la broche-cotte un arrière de l'autre, on s'en ressemblait pour mal tout. Tout un petit pouce de plus grand un l'autre. Fait que c'était une famille proche, puis on aime ça se voir ensemble, puis s'amuser ensemble. Puis qu'est-ce que ton père faisait pour cette Mon père travaillait pour la Spruce Fall, il travaillait dans le bois. Il chauffait des machines, il chauffait des flaudes. Mais c'est lui qui déménageait la machinerie dans le bois, dans différents camps d'un camp à l'autre. Il a travaillé toute sa vie. Il est arrivé là comme cookie à l'âge de 14 ans. Il a travaillé comme cookie dans le bois, c'était assistant cook dans les camps de bûcherons. Puis à 58 ans, il a eu sa crise de cœur, fait qu'il a arrêté de travailler. Mais il est décédé à 92 ans, fait qu'il a quand même vécu une très belle vie. Puis ma mère, elle a élevé 8 enfants, fait qu'elle travaillait une job à temps plein. Merci beaucoup, là. C'est surtout un arrière de l'autre, fait qu'elle s'est occupée de nous autres. Puis, surtout avec 6 gars. Avec 6 gars, oui. C'est pour ça qu'on disait elle collectionnait les cochons. Puis nous autres, on dit c'est parce qu'elle a élevé 6 garçons, mais elle avait une petite collection de cochons partout dans la maison. Fait que quand on a fermé la maison, bien, tous les enfants s'est ramassé des souvenirs. Fait que j'ai plusieurs cochons à mon camp, puis à la maison, puis mes filles aussi se sont partagées quelques petits cochons. C'est cute. Alors, à quel âge avais-tu quand tu es parti de Opazetica? Après ma 13e année, je suis parti à l'Université d'Ottawa. Parce que dans le temps, on s'en allait le plus loin possible. Puis l'Université d'Ottawa, c'était une université bilingue. On pensait moins à Sudbury à ce moment-là. J'ai fait 1 an et demi à Ottawa, puis ça n'a pas marché pour quelques raisons. Je suis retourné dans le Nord. J'ai travaillé pendant un an de temps au moulin à Kapuskasing. Puis ensuite, je me suis emmené à Laurentienne, puis j'ai diplômé à l'École de services sociaux. Puis en 81, je suis arrivé à Laurentienne, puis je ne suis jamais vraiment reparti après ça. Puis c'est mon chez nous, puis ça va toujours être mon chez nous. Et parle-nous de ta propre famille. Bien, j'ai mon épouse Christine McInnes. Christine vient de Stratford. Elle aussi était à l'Université Laurentienne. On s'est connus après l'université. On est ensemble depuis 1988. On a 2 belles filles, Alexandra, qui est officier de probation ici au centre-ville de Sudbury, et Emma, qui est rendue à Castleman, comme cela, travaille pour FedEx dans la région d'Ottawa. Mais elle espère devenir policière. C'est ça qu'elle veut faire dans sa vie, fait qu'elle s'enligne pour ça bientôt. Là. Wow! Alors... Ça les tient occupés. Oui, excellent. Alors,
Maintenant, parle-nous de tes différentes carrières. Tu as fait un parcours quand même intéressant après Laurentienne. Ben, en sortant, après l'école des services sociaux, je cherchais un job. J'ai été chanceux de rentrer pour Développement et paix. J'ai été animateur pour Développement et paix pour le Nord de l'Ontario pendant 50 ans. Puis ça m'a permis de voyager. J'avais voyagé un petit peu avant. J'étais allé en Haïti avant ça, quand j'étais à l'université. Mais avec Développement et paix, j'étais au Nicaragua, au Kenya, au Sénégal. Puis ça a vraiment ouvert mes horizons. Ça m'a fait... quand tu viens d'un petit village, ton petit monde est assez restreint. Aller te promener dans un pays du tiers-monde, surtout, tu vois tellement de contrastes et ça a vraiment changé la perception. Mais Développement et paix, ça a été une belle expérience pour moi. Pendant 5 ans, je couvrais tout le nord de l'Ontario. Mais après que j'ai rencontré Christine, je voulais rester plus près puis partir une famille. Fait qu'à 90, j'ai laissé Développement et paix, puis on a créé Village International, qui était... c'était tous des organismes non gouvernementaux. Dans ce temps-là, c'était plein d'organismes comme ça à Sudbury. Amnesty International, Oxfam, Project Plowshares, Développement et paix. Et on a regroupé tous ces organismes-là. D'ailleurs, on était à l'école Nolin sur la Notre-Dame, où était mon bureau de Développement et paix. Puis on a parti un centre de ressources sur le développement international. Et on a commencé à vendre l'artisanat du tiers-monde comme... une boutique équitable pour vendre des produits du tiers-monde, soutenir des artisans du tiers-monde. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans de temps, qui était vraiment le fun, parce que quand les boîtes arrivaient, c'était comme Noël à toi. Les fois, tu ouvrais des boîtes. Tu avais le premier choix dans les cadeaux. Puis fait qu'à Noël, ma famille recevait des cadeaux assez différents pour Noël, disons. Qu'est-ce qui t'a motivé ou t'a amené à aller dans ce domaine-là de... Bien, d'être en service social, quand je suis arrivé à Laurentienne, je n'étais pas en service social, j'ai eu la chance d'être diplômé en 84. Puis en service social, tu peux faire tu peux faire du counseling, tu peux faire du développement communautaire ou de l'action sociale. Je n'étais pas un gars à faire du counseling, mais l'action communautaire, du développement ou de l'action sociale, c'est ça qui m'a intéressé. Puis développement et paix, c'est ma première job, c'est ça qui m'a impliqué beaucoup. Et ensuite, le Village international, pendant 10 ans de temps, tu penses globalement, mais tu peux agir localement aussi. Fait qu'on s'impliquait localement dans les activités, puis on supportait des projets au tiers-monde aussi en même temps. Fait que, je sais pas, en grosse partie, c'est un peu mon éducation en service social, je crois. Puis quel pays t'a frappé le plus? Haïti, c'est la première fois que je quittais le pays. Quand j'étais en Haïti avec René Poirier, un ami prêtre qui était au Bazatica à ce temps-là. Puis ça a été un choc parce qu'on vivait dans les boys towns de Mère Teresa, des frères de Mère Teresa. C'était les boys towns des frères de Mère Teresa, puis on allait au mouroir des sœurs de Mère Teresa. Un mouroir, je n'avais pas figuré. C'était quoi un mouroir? Un mouroir, c'est où ce que les gens vont mourir. C'est vraiment une maison de soins palliatifs, mais c'est un étage d'hommes, un étage de femmes, inverse. Et ils avaient à peu près rien. Ils avaient des aspirines pour les gens. Fait qu'ils ramassaient les gens qui mouraient, puis ils les accueillaient. Puis le boys town, mais il ramassait les enfants de la rue, puis il y avait une place pour les petits gars. C'était un genre de boys town. Fait que j'ai passé 2 semaines là-bas. Puis, contraste, ça veut dire, la pauvreté à Haïti, c'est le pays à peu près... Puis ça l'était encore, puis ça l'est encore aujourd'hui. Très pauvre. Fait que ça a été un choc, surtout en revenant. C'est un choc culturel en revenant, parce que en Haïti, il n'y avait rien. Là. Je veux dire, je me rappelle au Boys Town, les céréales qu'on mangeait, c'était les céréales qu'on jette ici, qu'on donne aux animaux, on envoyait ça là-bas. Le Minute Rice, en tout cas, le jus, c'était du jus trop condensé qu'on envoyait là-bas. Les enfants n'avaient rien. C'est ça qu'on a vécu pendant 2 mois de temps, pendant les 2 semaines. Mais c'était... Tu reviens ici, puis le gaspillage. Puis les gens qui se plaignent, puis j'étais à l'université, puis là-bas, les gens n'avaient rien, mais les gens souriaient, les enfants s'amusaient. Je jouais au soccer là, dehors avec les enfants. Puis tu arrivé ici, mais on avait un surplus, puis il n'y avait pas nécessairement une joie de vivre, tandis qu'on voyait plus de joie de vivre là-bas, malgré la grande pauvreté. Fait que j'avais été assez déprimé par la suite dans mes cours à Laurentienne. Ça m'a pris une petite secousse à me remettre de mon choc culturel en revenant.
Tellement que par la suite, je donnais des sessions sur les chocs, comment se préparer pour les voyages. Avec Jeunesse Canada Monde, d'ailleurs, on faisait des entrevues, puis on préparait les jeunes avant d'aller à Jeunesse Canada Monde, comment se préparer avant d'arriver dans un pays étranger, surtout où il y a de la pauvreté. Puis, parce qu'il faut que tu te prépares toi-même, parce que tu vas vivre ce choc-là, puis c'est facile de se renfermer, puis de ne pas vivre ton expérience. Oui, je m'imagine. Alors, de développement et paix, ensuite le village international, et ensuite... Ensuite, ben ça a été Maison La Paix. C'est toujours, la paix était toujours, la maison, ça a toujours été un thème dans ma vie, mais c'est qu'à un moment donné, le village, on a perdu notre financement du fédéral, puis j'avais 3 jobs à un moment donné, puis la veille de mes 40 ans, Yvan Moret, qui est un prof d'éthique à l'Université de Sudbury, m'a appelé la veille de mes 40 ans, puis c'était comme une crise existentielle. J'avais 3 jobs à temps partiel. Puis Yvan m'a offert le poste de directeur à la Maison La Paix. Fait que moi, ça donnait bien parce que là, je pouvais avoir une job au lieu de 3 jobs. Puis je suis arrivé à la Maison La Paix, puis je suis arrivé avec du monde que je connaissais déjà. Noël Simard était président du groupe d'appui VIH-Sida. Puis j'avais connu Noël avant. Il y avait sœur Evelyne Pinsonneau qui était là, quand on faisait notre marcheton au village international, le groupe qui ramassait le plus d'argent, c'était le groupe d'appui VIH-Sida, parce que sœur Evelyne ramassait beaucoup de dons. Fait que je suis arrivé avec du monde que je connaissais déjà. Puis c'est là que c'était nouveau, par exemple, parce que le sida, j'étais très vert. J'avais travaillé en développement international. Fait que ça m'a ramené plus à mes sources en service social. Puis j'ai été... la Maison La Paix est devenue la maison de soins palliatifs. Fait que j'ai passé 20 ans avec Maison La Paix puis la maison de soins palliatifs qu'on a parti ici à Sudbury. Je m'imagine que tu dois avoir tellement de beaux souvenirs de la Maison de la Paix, évidemment. Oui, la Maison de la Paix et la Maison de soins palliatifs. La Maison de la Paix, c'est une toute petite maison qui était gérée qui appartenait au Sœurs de la Charité. Ils nous ont donné la maison pour 2 piastres par la suite, fait que ça nous a permis de partir la Maison de soins palliatifs par la suite. Mais il y avait une belle équipe, c'est les gens qui étaient vraiment dévoués à s'occuper des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, c'est-à-dire des personnes qui étaient délaissées par beaucoup de gens dans la communauté. Il y avait beaucoup de stigma pour le VIH-Sida, puis, mais pas avec le groupe VIH-Sida, pas avec Maison La Paix, fait qu'il y avait une grande ouverture d'esprit de ces gens-là. Fait que, il y a eu des belles expériences, puis tu rencontres la mort de près. Je l'ai vécu avec les résidents qui étaient là. Puis surtout Terry, à un moment donné, une personne qui m'a marqué, parce que j'ai vu tes questions avant de venir ici, Yolande, mais à un moment donné, j'ai commencé à faire ma maîtrise à l'Université Laurentienne en 2004, puis ma maîtrise devait être sur le VIH-Sida. Puis j'ai commencé en septembre, puis en novembre, juste à ce moment-là, Terry, qui était une personne qui avait le VIH-Sida, qui avait mon âge, il était résident à la maison, puis il était très malade, il était à l'hôpital. Il passait une semaine à l'hôpital, puis les gens ne s'en occupaient pas, il laissait son manger à sa porte. Les gens avaient peur de lui, puis Terry avait de la difficulté à parler. Puis auparavant, il avait dit qu'il ne voulait pas mourir à Maison La Paix parce qu'il ne voulait pas être un fardeau pour le staff. Après qu'il a été une semaine là-bas, quand il est revenu, il a dit « c'est ça, je vais mourir ». Mais il n'était pas capable de parler. Il était capable de gestuler, puis il y avait une petite machine qui pouvait nous dire des mots. Puis il a dit « c'est ça qui va mourir, qui va rester ». Puis il est mort devant moi. Fait que c'est la première fois qu'il y a une personne qui mourait devant moi. Il a pris son dernier souffle. Puis c'est vraiment Terry qui était l'idée maître de la maison de soins palliatifs. On a recommencé à faire des soins palliatifs parce que pendant une secousse à Maison La Paix, les gens vivaient plus longtemps que la maladie. Fait qu'il n'y avait pas une secousse, il n'y avait pas de décès. Puis Terry est décédé, puis là, ça leur a ramené toute l'idée des soins palliatifs. Puis on a convaincu après ça le ministère de la Santé de nous laisser desservir des personnes avec le cancer aussi. Fait que là, on avait 4 résidents, 2 qui étaient palliatifs avec le cancer, puis 2 sidéens. Puis les sidéens, oui, pouvaient mourir, puis devenir palliatifs. Puis ce projet-là, ça a été quand la province était prête à financer des maisons de soins palliatifs, on était un exemple concret ici à Sudbury. Puis c'est nous autres qui a été choisis, une des 30 maisons en province. Puis on a parti le projet de la maison de soins palliatifs, puis on a bâti juste en face de l'Université Laurentienne.
Fait que c'est... tu sais, moi, je dis toujours, la vie, c'est un carrefour. Tu ne sais jamais ce que tu vas. T'arrives à une crise, tu t'en vas d'une direction ou l'autre. Je suis arrivé à la Maison La Paix, puis à un moment donné, il y avait un autre carrefour, puis on est parti vers la maison de soins palliatifs. Puis la maison, c'était un rêve de plusieurs personnes, et ça se veut, c'est une maison générique, c'est-à-dire tout le monde pouvait être soigné, mais la majorité, c'était des gens qui vivent avec le cancer. Mais le sida, que ça soit, on va les traiter de la même manière que tout le monde. Ça n'a pas d'importance ton background. Tu as besoin de soins, on va s'occuper de toi et de ta famille. Alors, c'est certain que la vie est un carrefour et la vie est remplie de choix. Et Ouais. tu as eu plusieurs choix devant toi et évidemment, ton cœur, je suis certaine, t'a guidé dans tout ça. Bien, l'idée, c'est toujours de l'entraide, c'est d'aider, d'être au service des autres. C'est un peu, c'est un travailleur social, c'est ça que ça fait. Mon épouse Christine est travailleuse sociale, Alexandra est travailleuse sociale. Fait que c'est pas mal dans notre sang, dans la famille chez nous. Mais c'est de venir en aide aux gens. Puis les soins palliatifs, quand tu es face à la mort, les gens vont te confier des choses à toi qui est un inconnu, qui ne diraient pas à n'importe qui d'autre. Ils vont se dévoiler à toi parce que tu es là puis parce que tu les écoutes. Fait que j'ai eu des expériences extraordinaires dans les 20 ans que j'ai travaillé en soins palliatifs parce que tu rencontres des personnes qui sont fabuleuses puis qui te laissent rentrer dans leur vie puis que tu rencontres par la suite, parce que ça, le but, finalement, c'est pas si gros que ça pareil. Tu les rencontres par la suite puis tu sais que tu as fait une différence. Fait que si tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un, bien, tant mieux, tu as contribué. Excellent. Alors, je sais qu'avant qu'on arrive à ta dernière carrière, tu as parlé de Terry, évidemment, qui t'a touché au niveau personnel. Y a-t-il des événements particuliers ou des personnes évidentes qui ont vraiment t'ont accompagné, t'ont aidé à changer, à faire la transition entre tes carrières au niveau personnel et professionnel? Bien, un peu. Quand je travaillais au moulin à Kapuskasing, j'ai passé un an au moulin, puis c'est pas ça que... Mon père a toujours voulu qu'on fasse, mes parents, mon père et ma mère, ils voulaient pas qu'on finisse... Mon père voulait pas qu'on finisse dans le bois comme lui avait fait, il voulait qu'on aille école. Fait qu'il nous encourageait tous les enfants à aller à l'université, au collège, puis la majorité, on a fait ça. Fait que après un an au moulin, je me rappelle, j'étais à l'hôtel Lopaz, qui était l'hôtel du village, Lopaz. Puis mon frère Raymond, qui était, dans ce temps-là, il était prof d'école, il m'a dit, c'est que tu fais ici, à travailler au moulin, tu gaspilles ta vie. Là. Pourquoi tu peux faire bien plus que ça? Là. Fait que ça m'a frappé, j'ai lâché le moulin, je me suis inscrit à l'Université Laurentienne. Je voulais aller en SPAD, l'administration des sports dans ce temps-là, mais finalement, je me suis retrouvé en service social, puis ça a été la meilleure chose pour moi. Mais première année, en arrivant, l'école on a eu un week-end d'orientation à Villa Loyola pour les étudiants en service social, puis je parlais pas anglais qu'Eliaube, moi, là. Je viens d'un petit village, puis quand je prenais une bière, je pouvais dire quelques mots en anglais, là, mais je me débrouillais, puis j'embrouillais les autres, c'est l'expression que j'utilise. Puis, mais là, je me suis retrouvé en français et en anglais, c'était bilingue. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à m'ostiner en anglais sur les besoins des services en français. Parce que, pour que les Anglais comprennent, fait que là, en m'ostinant en anglais, je me suis aperçu que j'étais capable de parler en anglais. Je ne réalisais pas que je parlais anglais. Mais je me suis aperçu que j'étais capable parce que je parlais de quelque chose qui tenait à cœur. Fait que là, je cherchais moins mes mots. Fait qu'après ça, bien, j'étais moins gêné. Puis je me suis présenté au conseil étudiant à l'École des services sociaux. Je suis devenu vice-président, puis ensuite président pour la dernière année. Puis ça m'a sorti de mon cocon. Puis par la suite, ils ont eu de la misère à me fermer à boîte. Mais avant ça, j'étais plus gêné. Puis ça m'a permis puis aussi, quand tu défends quelque chose que tu tiens à cœur, bien, c'est plus facile. Fait que, puis dans tous les jobs que j'ai eus, je travaillais toujours à défendre les intérêts, souvent les intérêts des organismes du nord de l'Ontario. Village international, on n'avait pas de financement parce que dans le nord de l'Ontario, c'était difficile à avoir. La Maison La Paix, c'était difficile d'avoir du financement parce qu'on était dans le nord. Fait que tu étais toujours en train de te débattre pour faire quelque chose. Puis
une expression que j'utilise souvent, quand tu te sors la tête de la foule, tu risques de te la faire couper ou de te faire remarquer. Fait que si tu te lèves puis tu dis quelque chose, ben tu risques de changer les choses. Puis j'avais de la gueule, fait que j'en ai profité. As-tu maîtrisé les accents ou les... J'ai eu de la misère, surtout avec Development and Peace, parce qu'en anglais, c'est Development and Peace. Fait que quand mes premiers sermons que je faisais, j'étais à Lord of the World dans le temps, puis Development and Peace. Parce qu'en anglais, tu fais pas développement, tu dis développe. Fait que là, fait que oui, j'ai eu de la difficulté avec certains mots que mais je me suis habitué, pas encore des fois je fais la même chose, mais l'accent, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais Development and Peace, c'était le premier qu'on me rappelle tout le temps. Je te comprends parce que moi-même, je fais encore ces erreurs-là. Ouais. Alors, allons à ton dernier Okay. carrefour, ton dernier parcours. Le dernier parcours, bien, ça a été à la Place des Arts. Fait que j'étais aux États généraux de la francophonie en 2008 au Collège Boréal avec ben des représentants qui étaient là aussi. Puis c'était le fun de voir toute l'énergie qui était là. Oui. Puis le regroupement des organismes culturels de Sudbury, eux avaient une idée de... Ils étaient créés surtout pour avoir un calendrier unique là, ensemble. Puis l'idée d'un lieu rassembleur pour la Place des Arts est venue. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une place pour les francophones pour se rencontrer après l'ouvrage, de socialiser ensemble. Puis quand mon temps à la maison de soins palliatifs était fait que le poste était ouvert. Puis mon expérience avec le projet de construction puis d'agrandissement de la maison de soins palliatifs m'a donné cette expérience-là qu'il fallait pour ce moment-là à la Place des Arts, malgré que le projet de la Place des Arts est beaucoup plus gros que la maison de soins palliatifs, dans le sens que c'est 40 000 pieds carrés, c'est gigantesque, puis les théâtres, etc. Fait que, mais il y avait une belle équipe de bénévoles, un comité de construction qui a mené ça aussi. Puis ça a été le fun pendant les 3 ans que ça a duré, mais là, c'était le temps de faire une retraite. Alors, c'est ça. Qui est Léo Thérien aujourd'hui? C'est ça. Bien, Léo Thérien, maintenant, c'est qu'il ne veut plus être en charge. Il veut... là, je fais du jardinage. J'ai un chalet... Christine et moi, on a un chalet à Rivière-des-Français, au lac aux Truites. Puis je m'enligne là autant que... Pendant l'été, on va être là, mais tous les week-ends, on s'enligne là. Puis là, je suis à retraite, j'y vais dans la semaine. J'y vais bientôt. Fait que là, je bâtis des boîtes de jardin surélevées parce que je suis fatigué de me pencher, faire du jardinage. Fait que c'est le gros de l'affaire, mais je veux faire du bénévolat à la Place des Arts puis à la Maison de soins palliatifs. J'aimerais aller travailler sur le sentier de la vie à l'extérieur, faire de l'aménagement paysager. J'ai fait le questionnaire, j'attends qu'on m'accepte comme bénévole à la Maison de soins palliatifs. Puis aller m'impliquer d'une autre manière, mais être comme bénévole au lieu d'être comme travailleur, puis choisir ce que je veux faire. Je suis certaine qu'en regardant tes réponses, ton questionnaire, j'ai l'impression que tu n'auras pas de problème à rentrer. Ils ont parlé aux références, là, j'ai l'entrevue qui s'en vient. Mais je veux être à l'extérieur, là, je ne veux pas influencer rien, je veux travailler. Puis l'extérieur, ce qui est beau avec la maison de soins palliatifs, c'est qu'on a bâti un sentier de la vie sur le bord du lac. Oui. Puis les familles ont besoin de ça parce que tu as besoin d'aller te reposer, aller être en pleine nature. Puis avec l'agrandissement, il y a encore d'ouvrage à faire. Fait que c'est surtout ça que je veux faire. Mais en premier, je veux profiter de l'été, je veux profiter d'avoir pas d'obligations, puis d'être en la nature. C'est tellement paisible, la rivière des Français. On appelle ça le petit paradis, notre chalet. Fait que on appelle ça l'eau camp d'ailleurs, pas nécessairement l'eau chalet. Puis là, j'espère, les grands week-ends du mois d'août, on invite toujours la famille. Fait qu'on espère qu'ils vont venir, puis on va fêter ça en famille. Excellent. Alors, pour finir, as-tu une devise particulière qui te guide dans ta vie? Bien, brièvement, parce qu'on j'ai déjà toujours dit, manque de temps. Quand tu es venu au monde pour un petit pain, tu ne peux pas espérer faire des sandwichs pour tout le monde. Moi, je me suis toujours dit que je suis venu au monde pour un gros pain, pas pour un petit pain. Fait que tu peux pas couper ton pain, tu peux le partager avec d'autres gens. Mais fait que oui, c'est pas parce que tu viens d'un petit village du Nord-Ontario que tu peux pas avoir une influence dans ta vie, que tu peux pas influencer ta communauté puis toucher des gens. Fait que c'est ça que j'ai toujours dit que l'important, c'est de s'impliquer puis de faire de l'entraide, mais c'est de traiter les gens comme tu voudrais être traité aussi.
Puis, on fait partie d'une communauté, fait que s'impliquer dans notre communauté, puis faire une différence dans la vie, c'est ça qui est important. Excellent. Bien, je te remercie, Léo, d'avoir pris du temps de ta retraite et de ton chalet, ton camp, Mon camp. pour venir s'entretenir avec moi. Alors, merci beaucoup Merci de pour ton l'invitation. temps. Et pour ceux à l'écoute, on vous remercie encore une fois d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à le dire à vos amis, votre famille, et restez avec nous pour nos 2 dernières émissions du mois de juin, où on va apprendre des nouvelles du Curcio, qui dans le nord de l'Ontario, et aussi où l'équipe diocésaine va partager leur lecture préférée. Alors, soyez des nôtres dans les 2 prochaines semaines. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance,